Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 avril 2022. Oui, et je suis pas chez moi, je suis encore en vacances. Alors, malgré tout, je vais quand même vous faire des updates marché parce que sinon vous allez beaucoup trop me manquer. Donc, on va faire un petit peu le point sur ce qui se passe dans le monde merveilleux de la finance ces derniers jours depuis qu'on a rencontré le lapin de Pâques, les cloches, le pape à Rome, tout ça et tutti quanti. Donc on va faire un petit peu le point et revoir ce qui nous a intéressé et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses malgré ces quelques jours de congé. Alors, ce qu'il faut bien retenir quand même, c'est qu'on a eu d'abord le week-end de Pâques, qui est toujours un peu particulier, puisque le vendredi c'est fermé un peu partout dans le monde, mais c'est quand même ouvert dans certains pays en Europe, et le lundi c'est l'inverse. Les États-Unis sont ouverts, mais c'est fermé partout en Europe, donc du coup on a un petit peu un décalage, et on a un peu l'impression qu'on a raté certaines choses le mardi matin quand on revient au bureau. Là, effectivement, il s'est quand même passé 2-3 trucs. Bon, lundi, quand on était tous encore en train de manger et puis de bouffer du chocolat et de rouler les œufs, eh bien c'était relativement calme aux États-Unis, mais à partir de hier matin, ça a commencé à chauffer parce qu'on a évidemment la saison des résultats, plus tout le reste qui continue de tourner autour de la finance mondiale, à savoir la macro, à savoir les taux d'intérêt, à savoir l'inflation, à savoir la guerre en Ukraine, à savoir le Covid, mais en plus, pour mettre par-dessus tout ça, et bien maintenant on a bien sûr la fabuleuse saison des résultats qui a commencé très très fort hier soir avec Netflix. Donc d'abord, il faut retenir la première chose qui s'est passée en ce mardi, c'est la Banque mondiale, le FMI, tout le monde qui vient un petit peu baisser leur perspective de croissance sur la planète entière. La croissance globale est en danger, c'est partout dans les journaux, on peut trouver ça dans le FT, sur CNBC. Alors on sait effectivement aujourd'hui que la croissance mondiale est en danger à cause, bien évidemment, de ce qui se passe en Ukraine. Alors ça, on n'aurait pas deviné avant, hein, mais bon, visiblement, en ayant des études de McKinsey et compagnie, eh bien, les gars, ils arrivent à nous sortir des visions assez claires de ce qui va se passer cette année. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, au début de l'année, on vous donne une perspective de croissance. Après, on se rend compte qu'il se passe des trucs. Alors, on corrige, puis après, on corrige, puis après, on corrige encore, puis ils vont encore nous corriger ça jusqu'au 15 novembre. Puis finalement, à la fin du mois de décembre, on aura un taux annualisé de croissance globale mondiale, et puis ils se seront ajustés toute l'année, puis dire on n'était pas si faux que ça finalement. Donc bon, globalement, quand on a ce genre de nouvelles, eh bien on est toujours un petit peu tendu parce qu'on se dit c'est quand même pas terrible. Donc qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Ça a eu conséquence baisse du pétrole. La logique est assez simple, hein. Si vous avez moins de croissance, les gens bougent moins, les gens consomment moins, donc on prend moins l'avion, donc le pétrole baisse. Le pétrole s'est pris une jolie claque quand même, une belle claque hier. Maintenant en train de se stabiliser. En même temps, ce qui est assez rigolo, c'est que si vous regardez un petit peu dans le secteur aéronautique, eh bien, là au contraire, il y a un juge américain qui a libéré les gens et qui a dit dorénavant, vous pourrez prendre l'avion sans porter le masque. Donc du coup, ça devrait favoriser le transport aérien. D'ailleurs, tout le secteur aérien continuait de rebondir un petit peu dans la foulée de tout ce qui s'est déjà passé sur le Dow Jones Transportation en fin de semaine dernière, juste avant le long week-end. Donc c'est assez rigolo. D'un côté, on dit ralentissement de la croissance, baisse du pétrole, puis de l'autre côté, on dit redémarrage du transport aérien, donc consommation exagérée de pétrole. Il y a quand même un truc qui joue pas, mais enfin peu importe, c'est comme ça que le marché fonctionne aujourd'hui. La chose suivante qui s'est passée après derrière, et c'est là où c'est assez important, c'est les banquiers centraux. Hier, on a eu 2 banquiers centraux qui sont venus parler. Alors on a M. Evans, qui est le patron de la Fed de Chicago, qui est venu dire que si c'était nécessaire, la Fed allait monter les taux à coût de 0,5%. Ça, on le savait déjà, donc c'est pas une énorme nouvelle, mais néanmoins, ça veut dire quand même que les banques centrales, la Banque centrale américaine, est prête à serrer encore et encore les boulons par tous les moyens pour surtout freiner cette foutue inflation qui est en train de nous échapper de manière assez spectaculaire, un peu la manière du poisson qui nous échappe des mains quand on essaie de choper une truite dans l'eau. C'est toujours compliqué. C'est un peu pareil pour l'inflation. Donc M. Evans a confirmé le fait que la Fed allait continuer à serrer les boulons et que s'il fallait, ils allaient monter de 0,5%. On l'a déjà entendu plusieurs fois celle-ci, hein, 0,5% en mai, 0,5% en juin, 0,5% en juillet. Je vous l'ai déjà fait la semaine dernière dans le Morning Bull, donc c'est toujours un peu la même chose. On reste toujours dans cette thématique de hausse des taux pour freiner l'inflation. Mais c'était pas tout, parce qu'il y avait aussi M. Bollard. Alors M. Bollard, vous le connaissez, c'est le mec le plus haut quiche qu'on puisse trouver aujourd'hui dans la Fed aux États-Unis. Le mec, il adore quand les taux y montent. Alors quand tout le monde voulait des hausses de 0,25, lui voulait des hausses de 0,5. Maintenant que tout le monde parle de hausse de 0,5, qu'est-ce qu'il vient nous faire?
Hier, il a dit qu'il aimerait bien voir des hausses de 0,75, voire de 1% si c'était nécessaire. Peut-être qu'on pourrait aller directement à 3% tout de suite, comme ça on va calmer un petit peu les esprits, puis on pourra parler d'autre chose. Mais en tous les cas, le commentaire de monsieur Bollard a eu pour effet de faire exploser le rendement obligataire, les rendements obligataires, en tout particulièrement celui du 10 ans, qui est en train de frôler les 3% de rendement. Donc là, ça devient vraiment super intéressant. On a tous vachement plus envie d'avoir des obligations américaines à 10 ans à 3% plutôt que des Apple dans nos portefeuilles. Donc forcément, il y a une remise en question de ce côté-là. Alors, grosse poussée, encore une fois, sur les rendements du marché obligataire aux États-Unis grâce aux commentaires de ces banquiers centraux. Autrement, pour le reste, eh bien, on nage en pleine période de résultats. Alors évidemment, le plus symptomatique hier, c'était after close. On a eu les chiffres de Netflix. Alors les chiffres de Netflix étaient tout simplement pas terribles, vraiment pas terribles, mais c'est surtout au niveau des subscribers, des nouvelles personnes qui sont abonnées. Alors Netflix nous avait dit il y a 3 mois en arrière qu'il pensait monter grosso modo à 2 500 000 nouveaux abonnés pour cette période de 3 mois du 1er janvier au 31 mars. Eh bien en fait, hier ils ont annoncé au contraire une baisse de 200 000 abonnés. Donc ils sont 2 700 000 abonnés à côté de ce qu'ils avaient prévu. C'est la première fois en 10 ans que Netflix annonce une baisse de ses inscriptions, de ses abonnés. Alors les raisons sont multiples et variées. La première, c'est que globalement, eh bien, on a beaucoup de gens qui partagent leur password Netflix. Donc du coup, il y a moins de gens qui achètent puisqu'ils ont déjà utilisé celui d'un copain. Ils sont en train même de penser à développer un low-cost abonnement avec des publicités. En gros, c'est comme si vous aviez TF1 à la place de Netflix. Et puis, si vous allez chercher un petit peu plus loin, eh bien, il y a aussi le fait qu'effectivement, en coupant le réseau Netflix de streaming en Russie à cause de la guerre en Ukraine, eh bien, ils ont perdu 700 000 abonnés d'un coup. Évidemment, les mecs, ils n'ont plus accès, donc ils ne payent plus. Donc forcément, il y a aussi cette conséquence-là. Alors même si on tient compte de ces 700 000 abonnés qui sont un petit peu géopolitiques, ça ne change pas le problème, c'est qu'ils sont clairement en dessous. On voit que les gens achètent moins de services de streaming. Alors, tout le secteur du streaming, Disney, Roku et compagnie, se faisait démonter hier soir after close. Mais alors, en plus de eux qui se faisaient démonter, alors Netflix se faisait bien démonter parce qu'ils perdaient 25%. Enfin là, tout à l'heure, ce matin, ça traitait encore moins 25% par rapport au closing de hier soir avant la publication des chiffres. Donc c'est une catastrophe pour Netflix, en tout cas en termes de performance. On s'est déjà pris une claque le trimestre dernier, donc ça devient vraiment très très compliqué. Et on se pose beaucoup de questions à savoir si cette industrie n'a pas atteint un certain pic. Enfin bref, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres en tous les cas. C'est ce qu'on va voir beaucoup ces prochains temps et on va s'interroger vraiment sur cette industrie du streaming. Est-ce qu'il y a encore une vraie croissance potentielle ou est-ce qu'on a un petit peu atteint un pic à un moment donné? Il y a pas mal de hedge fund managers qui se sont investis là-dedans, entre autres monsieur Bill Ackman de Pershing Square Management qui a acheté des énormes quantités lors de la correction massive du dernier trimestre. Là il va être content, il reprend une couche, mais on voit quand même que ces gens-là restent quand même rassurés sur l'avenir de Netflix. Alors à tort ou à raison, on verra bien. Chose est-il que pour l'instant c'est un mauvais départ pour les résultats, mais ce qui est assez intéressant à voir quand même, c'est que finalement ce mauvais départ, eh bien on arrive quand même à le coller sur le dos de la guerre en Ukraine, parce que oui, c'est l'excuse qu'on va utiliser beaucoup chez prochains temps. D'ailleurs on l'a vu déjà la semaine dernière sur les résultats de JP Morgan, c'est la faute de la guerre en Ukraine, c'est la faute de la guerre en Ukraine, donc tout le monde revient avec cette thématique. Et en plus, on nous a tendu la perche ces dernières heures, puisque effectivement le FMI et la Banque mondiale viennent nous dire que la croissance mondiale va ralentir à cause de la guerre en Ukraine. Mis à part ces chiffres de Netflix qui étaient une mauvaise nouvelle aussitôt dans la période des résultats, on va continuer à se concentrer évidemment massivement sur cette saison qui continue et qui va battre son plein de plus en plus. Aujourd'hui, on a un deuxième chiffre très très important psychologiquement. C'est pas Procter & Gamble qui publiera avant l'ouverture, c'est pas ASML qui publiera ce matin, non, c'est Tesla qui publiera ce soir. Alors évidemment, on ne parle que d'Elon Musk ces derniers temps, après son showtime sur Twitter. D'ailleurs, on attend probablement que Twitter refuse la proposition de takeover que Elon Musk a fait. Certains analystes disent déjà que si c'est refusé, c'est 30% de correction sur Twitter, donc on n'a pas fini de rigoler. Mais on a aussi beaucoup d'interrogations sur Tesla. Alors on verra les chiffres, les derniers chiffres de production étaient positifs. On ne sait pas si Elon Musk sera présent à la conference call de ce soir after close. Néanmoins, pas mal de gens commencent à se poser des questions pour savoir si éventuellement, déjà les conséquences de ce qui s'est passé en Chine, parce qu'on leur a quand même fermé une usine de production pendant 15 jours, donc il y a forcément des conséquences. On se pose aussi des questions sur la capacité à Elon Musk
de se concentrer sur toutes les tâches qu'il est en train de gérer en permanence. Alors on sait qu'il est plus fort que la moyenne pour faire plein de choses à la fois, mais à ce stade-là, on se dit, si en plus le mec il se concentre à fond sur Twitter, est-ce qu'il peut réellement se concentrer encore à fond sur Tesla? Il y a des questions qui se posent là-dessus. Réponse ce soir, after close, à 22h30, heure de chez nous, pour voir un petit peu ce qui va se passer de ce côté-là. Donc ça reste un gros stress assez important pour Tesla. Oublions pas que Tesla a repris d'abord depuis le mi-mars quasiment 50%, puis a reperdu un petit bout. Là, on est à plus 36% depuis mi-mars, donc on a beaucoup monté sur pas grand-chose comme nouvelle fondamentale. Donc là, il faudra quand même délivrer ce soir. Il y a pas mal de gens qui se posent des questions et qui se demandent s'il ne faudrait pas se mettre en position latérale de sécurité pour les chiffres de Tesla ce soir. En dehors de ça, il y aura à noter donc ASML ce matin qui publiera en Europe et puis Lam Research qui publiera cet après-midi aux États-Unis. Deux sociétés qui sont dans les semi-conducteurs et donc qui sont assez importantes pour voir comment se comporte le secteur des semi-conducteurs. On a vu ces derniers temps que le SOX s'est fait littéralement massacrer. Il a tenté un breakdown. L'autre jour, on a testé son support tout en bas du range. Est-ce que ça va suffire pour remonter? Depuis, on a retrouvé un petit peu d'oxygène hier. On n'est pas sûr et certain, mais les résultats d'ASML et de Lam Research pourraient nous donner quelques indices pour le comportement et la qualité finalement des chiffres dans cette période troublée du premier trimestre 2022. Il faudrait quand même qu'à un moment donné, les semi-conducteurs montrent un signe de vie. On sait qu'il y a des problèmes au niveau des shortages, on sait qu'ils ont du retard dans toute la production finalement de la matière de base pour pouvoir créer des semi-conducteurs. On sait que ça va prendre du temps pour rééquilibrer tout ça. On sait que les multiples confinements en Chine ne les aident pas forcément. Mais donc, c'est vraiment des indices qu'on a besoin d'avoir pour savoir comment est-ce que ça va continuer. À côté de ça, on pourra toujours gérer notre inflation, notre hausse des taux, nos meetings de la Fed, notre macro, et puis bien évidemment la guerre en Ukraine. Voilà, donc pour l'instant ce matin, on va se concentrer sur les chiffres trimestriels. Les futurs sont en baisse de 0,5%. Évidemment, à cause de Netflix qui se fait démonter plus tout le reste du secteur. Donc, je l'ai dit, Disney et Roku sont déjà sous pression. On va continuer avec tout cet agenda assez chargé en termes de publication trimestrielle. Évidemment, vous l'aurez compris, ce sera facile. L'excuse numéro 1, ce sera la guerre en Ukraine qui ralentit les performances de toutes les sociétés. Ça, c'est une systématique qu'on va voir ces prochains temps. On verra un petit peu comment tout cela évolue ces prochains jours. En tout cas, on aura bien des choses à rediscuter demain matin parce que je vous retrouverai encore depuis ici pour faire le point sur les chiffres de Tesla et du reste aussi un petit peu. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. N'oubliez pas de revenir demain, de liker cette vidéo, de la partager. Et puis, passez surtout une très très bonne journée. À demain. Bye bye.